Zemmour répond quand même aux attentes de beaucoup des Français sur ces thématiques essentielles, et pourtant, il peine à convaincre, et pire, il fait peur aux Français. C'est pas le client qui est un abruti, c'est ou le vendeur qui n'est pas bon, ou le produit qui n'est pas adapté. Voilà, le pays n'en deviendra pas ingouvernable parce qu'il va manquer une dizaine de députés à Macron. Évidemment, je ne vois pas une majorité absolue, c'est le moins qu'on puisse dire pour la gauche. Il y a trois catégories d'électeurs. Je pense qu'on peut trouver les explications à l'abstention. Vous me direz quand est-ce que je pourrais faire le professeur. Transgresser un certain nombre d'interdits. Le problème, c'est qu'Éric Zemmour ne l'a pas incarné. Il y a aujourd'hui non pas simplement du mépris, comme auparavant entre LR et le FN, mais de la haine entre Reconquête et le Rassemblement national. On est en train de vivre une recomposition du spectre politique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Direct. Aujourd'hui, on va débriefer les législatives avec nos deux invités. Guillaume Bernard, bonsoir. Enchanté, bonsoir, merci d'être venu. Vous êtes politologue, auteur et maître de conférence à l'ICES. Alors, auteur, votre dernier livre politique, est-ce qu'on a un titre? La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir. C'est sorti en 2016, mais je crois qu'il est toujours... oui, il est toujours d'actualité, effectivement. Oui. Et puis Arnaud Benedetti, merci à vous également. Donc, vous êtes... alors vous avez dirigé la communication de l'INSERM, du CNES et du CNRS, alors pas en même temps, hein, j'imagine, pas d'autres. Hein. Vous êtes enseignant à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, et puis vous écrivez également, et votre dernier livre... Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, aux éditions du CERF en novembre de l'année dernière. Et bah parfait, bon alors je pense qu'on est vraiment bien dans le thème. Chroniqueur pour Valeurs Actuelles. Et oui, vous chroniquez aussi effectivement pour nous, ouais. Donc merci beaucoup de votre présence. Vous devancez le point que j'allais faire, qui est que si on regarde, 60% des Français pensent qu'il y a trop d'étrangers aujourd'hui en France. Donc c'est un premier point, mais c'est encore pire ensuite, puisque regardez, je vous le montre. Sur le grand remplacement, pareil, 61% des Français pensent que le grand remplacement est en train d'avoir lieu. Et puis, si on parle de l'islam, là, c'est encore pire, puisque 63% des Français pensent que l'islam représente une menace pour la République. Alors, les Français sont d'accord avec Zemmour sur tous les points essentiels du programme de Zemmour, et pourtant, derrière, quand on regarde l'image d'Éric Zemmour, eh ben, c'est un peu une catastrophe, puisque 57% des Français sont inquiétés par Éric Zemmour. Et alors justement, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qui sont les Français en fait? Parce qu'on voit un paradoxe. On voit que Zemmour répond quand même aux attentes de beaucoup des Français sur ces thématiques essentielles, et pourtant, il peine à convaincre, et pire, il fait peur aux Français. Oui, sauf que votre sondage, vous ne mettez pas quels sont les enjeux qui, pour les Français, durant l'élection présidentielle, étaient considérés comme les enjeux saillants. Et quand vous regardez l'évolution de ces enjeux durant toute la campagne présidentielle, il y a un certain nombre d'items qui vont apparaître comme des items qui vont polariser le vote, notamment la question du pouvoir d'achat. Et la grande force, finalement, de la concurrente principale d'Éric Zemmour, qui était Marine Le Pen, c'est d'avoir été capable de préempter, voire même d'imposer dès le début de la campagne, cette thématique. Qu'une majorité de Français considère qu'il y ait trop d'étrangers en France ou que l'islam pose un problème dans une république laïque, ça c'est un fait. Mais ça ne veut pas dire que même s'ils considèrent que cet enjeu est important, ça ne veut pas dire qu'ils considèrent que c'est l'enjeu le plus important. C'est-à-dire qu'en fait, Éric Zemmour, encore une fois, aurait dû élargir, alors c'est facile de le dire après évidemment, mais il aurait dû élargir les thématiques qui étaient les siennes. Quand vous voulez être président de la République, encore une fois, vous ne pouvez pas vous limiter à un seul thème. Et là, ça a été l'une des faiblesses. Alors, il y a eu un autre aspect, à mon avis, conjoncturel qui a joué. Deux aspects. C'est qu'il a sous-estimé la capacité de résistance et l'implantation sociopolitique de Marine Le Pen dans la société française. Ça, Marine Le Pen, elle a une sociologie, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui est arrimée à son offre politique. On la voit dans le nord, dans le sud-est. Elle gagne aussi, on le voit par exemple dans le sud-ouest. Le résultat du premier tour des législatives est très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on voit qu'il y a des possibilités de gains en termes de sièges qui sont très concrètes en Gironde ou en Lot-et-Garonne, par exemple.
Et ça, je pense qu'il a véritablement sous-évalué cette capacité. Le Rassemblement national est un vieux parti. C'est un parti qui est né dans les années 70, qui s'est développé dans les années 80, qui a connu des hauts et des bas, mais qui a quand même réussi à un moment donné une forme d'enracinement, même s'il n'a pas le nombre d'élus qu'il pourrait espérer au regard de son poids politique. Et ça, c'est une réalité. Le deuxième aspect qui me paraît, lui, conjoncturel, c'est qu'on voit bien que dans la campagne d'Éric Zemmour, il y a un moment donné où ça va décrocher. Alors ça commence à s'infléchir dès le mois de janvier, dès le mois de février. Il n'a plus finalement les intentions de vote qu'il avait par exemple en octobre ou en novembre. Et l'affaire ukrainienne est indéniablement un sujet où là, il est rattrapé par un réel qui va vraisemblablement quand même considérablement plomber sa campagne, notamment la question de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Là, il y a manifestement, à un moment donné, quelque chose qu'il ne voit pas, qu'il n'est pas capable de s'approprier. Il prend une position qui est considérée comme une position qui n'est pas la bonne position, qui n'est pas opportune, qui n'est pas humaine, au regard de ce que constitue l'Ukraine, au regard j'allais dire même de la culture des Ukrainiens. Et il y a une incompréhension, y compris dans son bloc électoral, y compris dans les gens qui sont plutôt favorables à l'offre politique d'Éric Zemmour. À un moment donné, il y a un phénomène d'incompréhension, comme s'il allait trop loin d'une certaine manière dans son positionnement. Ça aussi, je pense que ça, en effet, affaiblit considérablement l'offre d'Éric Zemmour. Et c'est vrai qu'après la guerre en Ukraine, on voit bien que là, ça devient de plus en plus difficile. Enfin, après le démarrage de la guerre en Ukraine, ça devient de plus en plus difficile pour lui. C'est pas le client qui est un abruti, c'est ou le vendeur qui n'est pas bon, ou le produit qui n'est pas adapté. Voilà. Je reviens un instant sur le monothématisme. Les Verts sont restés un parti charnière, sont restés un parti, je dirais, subalterne, tant qu'il n'était que écologiste. C'était la position d'Antoine Wechter dans les années 80. Et à partir du moment où les Verts ont accepté l'idée qu'ils étaient un parti de gauche, qu'ils étaient un parti avec une idéologie, et donc la possibilité de prendre position sur tout un ensemble de sujets, ils ont réussi à se développer. Eh bien, pardonnez-moi, mais ne pas voir que la question du mode de vie et la question du niveau de vie, notamment par exemple par la question des revenus qui sont redistribués, par la protection sociale. Si on ne voit pas qu'il y a un lien et que l'on peut, même si l'on préfère parler du mode de vie, eh bien parler aussi du niveau de vie, c'est peut-être qu'il y a une défaillance, je dirais, dans la conception, de son programme. Ne faut-il pas mieux voter NUPES afin de ne pas dégager de majorité absolue à l'Assemblée et ainsi équilibrer les ennemis afin de bloquer toute avancée anti-France? Guillaume Bernard. Écoutez, moi je suis pas là pour donner des consignes de vote, d'autant plus que je n'appartiens à aucun parti politique. Oui. En revanche, disons les choses, il est très peu vraisemblable que la NUPES obtienne une majorité absolue de 289-290 élus. Il est en revanche possible, ce qui serait extrêmement nouveau, hormis le cas de 1988 où c'est vrai, le Parti socialiste à lui tout seul n'avait pas la majorité absolue, mais tout de même la gauche avait la majorité absolue, ce serait un cas extrêmement nouveau qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle le phénomène majoritaire, c'est-à-dire qu'un président nouvellement élu n'obtienne pas une majorité parlementaire lorsque les législatives suivent de quelques semaines la présidentielle. Les cohabitations, on les a eues lorsque il y avait les législatives plusieurs années après la présidentielle. Donc, il est tout à fait possible, effectivement, qu'Emmanuel Macron, avec ses alliés, Horizon, Agir, etc., n'ait pas forcément cette majorité-là. Ce serait intéressant parce que ça permettrait effectivement peut-être de révéler le tréfonds d'un certain nombre d'élus, parce que pour faire voter un certain nombre de textes, il faudra que Macron cherche et trouve des supplétifs parmi quelques élus de gauche ou parmi les LR. Clarifierait la position des Républicains, et donc dans ces conditions-là, ça ne serait pas inintéressant. Le pays n'en deviendra pas ingouvernable parce qu'il va manquer une dizaine de députés à Macron. Mais moi, je le répète, je ne suis pas là pour donner des consignes de vote. Évidemment, je ne vois pas une majorité absolue, c'est le moins qu'on puisse dire pour la gauche. La question, c'est de savoir quelle majorité relative.
C'est-à-dire que vous avez deux types de majorité relative dans la configuration avec laquelle on peut compter. Première majorité relative, c'est la majorité relative à l'intérieur de la majorité actuelle, c'est-à-dire avec les formations politiques qui sont constitutives de l'Alliance, c'est-à-dire le MoDem, Agir, Horizon, etc., Territoire et Progrès. Et puis vous avez une autre majorité relative qui peut voir le jour, c'est finalement que la majorité présidentielle ait besoin de sortir là aussi de son épure pour aller chercher, par exemple chez les Républicains, des soutiens. Ça voudrait dire évidemment qu'il y ait un nombre important de candidats ou de députés sortants de la majorité présidentielle qui tombent ce dimanche, qui soient battus. Peut-être qu'il ne faut pas non plus totalement exclure. Mais là, on rentre dans un autre schéma. Moi, je suis assez favorable, en effet. Alors, je ne donne pas de consignes et je n'en donnerai strictement aucune parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut et je suis, comme Guillaume, détaché de toute appartenance partisane, fort heureusement, en l'occurrence. Mais je pense que, finalement, une majorité relative, ça serait un moyen peut-être de donner un peu de maturation au fonctionnement de la vie politique. C'est-à-dire retrouver, d'une certaine façon, un Parlement qui retrouve une véritable fonction dans le système institutionnel, qui est un Parlement qui contrôlera plus l'action du gouvernement, qui contraindra plus l'action du gouvernement, et où finalement se dégageront à un moment donné des majorités de compromis. Ça serait quand même un signe, me semble-t-il, de maturité politique, et qui nous rapprocherait d'ailleurs, en l'occurrence, de régimes qui sont des régimes voisins, comme les Allemands ou les Italiens, voire les Espagnols. Marine Le Pen n'est-elle finalement pas la grande gagnante de la création de Reconquête, car Éric Zemmour a ramené aux urnes un certain nombre d'électeurs de droite déçus, créant ainsi une réserve de voix au RN. Guillaume Bernard. Oui, d'une certaine manière, oui. En plus, effectivement, là, tout à l'heure, vous aviez parlé de la diabolisation ou de la dédiabolisation de Zemmour. Il est certain qu'il lui a servi quelque peu de paratonnerre pendant la présidentielle. Clairement. Donc, moi, en tout cas, je ne suis pas un obsédé des monopoles. Le fait qu'il y ait eu la concurrence de Zemmour vis-à-vis de Marine Le Pen, ça a obligé le Rassemblement national à réfléchir un certain nombre de choses. Ils ont mieux réussi leur campagne, peut-être pas parce qu'ils y avaient mieux pensé, mais parce qu'il leur manquait des moyens. Et donc peut-être qu'ils ont fait une campagne de proximité grâce à cela. Mais en tout cas, il est certain que toute émulation peut avoir, effectivement, toute concurrence peut avoir des effets parfaitement bénéfiques. À condition effectivement que les intérêts partisans, les intérêts de boutique ne finissent pas par jouer contre les intérêts nationaux que l'on est susceptible ou que l'on prétend défendre. Voilà. Alors, donc, on passe au deuxième thème, qui est l'abstention. Alors, je vous mets un petit graphique quand même qui va nous aider à mieux cerner le sujet. L'abstention a atteint 52,49% au premier tour de ces législatives. Sur les 49 millions, on va dire, d'électeurs appelés aux urnes, 25 millions ne s'y sont pas rendus, battant ainsi le record établi en 2017. Alors, on rappelle, pour les gens qui nous ont rejoints en cours du live, la NUPES arrive en tête avec 26% des voix environ, puis Ensemble avec 25,8% des voix, puis le RN avec 18% des voix, et enfin, loin derrière, LR-UDI avec 11% des voix, et Reconquête avec 4% des voix. Et maintenant, hop, on a donc le score des différents partis, voilà, que je rappelle. Est-ce que ces chiffres d'abstention vous surprennent très brièvement? Je pense qu'on peut trouver des explications à l'abstention. Vous me direz quand est-ce que je pourrais faire le professeur. Si vous voulez, le phénomène du recul de la participation, c'est un phénomène qu'il faut lire sur la durée. Ouais, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui commence à prendre forme depuis à peu près 3 décennies, qui touche à peu près toutes les élections, alors plus certaines élections que d'autres, mais qui, nonobstant parfois quelques reprises de participation, est un phénomène qui est tendanciellement soutenu depuis maintenant 3 décennies. Donc vous avez ce qu'on appelle la crise de la représentation, vous avez des Français qui ne se retrouvent plus dans les offres politiques, et c'est plus vrai en France qu'ailleurs, il faut le dire.
C'est beaucoup plus vrai en France qu'ailleurs, parce que quand on regarde d'ailleurs récemment un certain nombre d'élections nationales ou locales qui se sont déroulées chez un certain nombre de nos voisins, on constate que la participation y est plus dynamique qu'elle ne l'est en France. Alors pourquoi ce phénomène en France? Multiples raisons. Première, alors d'abord qui y touche? Il touche, vous l'avez dit, les classes populaires, principalement, une partie des classes moyennes, et plutôt les jeunes. On sait très bien que les seniors, ce qu'on appelle les boomers, vont en général plutôt voter. Ils l'ont encore démontré lors des élections présidentielles et vraisemblablement lors des élections législatives. Deuxième élément, les offres politiques. En effet, vous avez des offres politiques qui aujourd'hui sont peu ou pas ou mal représentées au Parlement, à commencer par le Rassemblement national, qui quand même, après 2 élections présidentielles successives et qui place sa candidate au second tour de l'élection présidentielle, est en mesure d'avoir à peine 30 ou 40 députés lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale. 8 députés en 2017, alors qu'il y avait une candidate qui était présente au second tour. Donc cette absence, j'allais dire, de représentation d'un des principaux courants politiques de la vie politique française peut expliquer aussi qu'un certain nombre de nos concitoyens, ceux qui votent notamment pour le Rassemblement national, parfois n'aillent pas voter. Moi je pense qu'on peut identifier 4 types... mais ça va reprendre un certain nombre d'éléments qui viennent d'être exposés. 4 types d'abstentionnistes. D'abord, il y a l'abstention structurelle. Bon, c'est celui qui n'est pas inscrit sur les bonnes listes électorales, celui qui n'a pas eu le temps de faire une procuration parce qu'il va travailler. Bon, voilà, ça représente une toute petite partie. On considère que c'est environ 10% de l'abstention. C'est pas 10% du corps électoral, c'est 10% de l'abstention au maximum. Ben. Deuxième raison, l'offre politique. Ça, Arnaud l'a dit, l'offre politique ne convainc pas, ne satisfait pas. Et donc, par conséquent, il est bien évident que tant que le vote blanc ne sera pas comptabilisé dans les suffrages exprimés, ces électeurs-là n'iront pas aux urnes. Troisième raison de l'abstention, troisième type d'abstentionniste, celui qui, on en a parlé tout à l'heure, considère à tort ou à raison, à mon avis à tort, que les choix politiques ont été pliés à la présidentielle. Donc, il ne va plus à toutes les autres élections qui suivent. C'est d'ailleurs la présidentielle et les municipales où il y a normalement le moins d'abstention. Toutes les autres élections, les taux d'abstention sont beaucoup plus élevés qu'aux municipales, hormis le cas de 2020 où l'abstention a été énorme, mais aux municipales ou à la présidentielle. Et puis enfin, quatrième partie, et ça je crois que là on touche au cœur du problème, qui n'est pas simplement la crise de la représentation politique, mais qui est peut-être une crise de régime sous-jacente. C'est qu'il y a tout un ensemble de personnes qui considèrent que la politique ne sert à rien, et qu'ils n'ont plus aucunement confiance dans les hommes politiques, y compris d'ailleurs dans les partis politiques dits anti-système. Le principal échec de Zemmour, Mélenchon et Marine Le Pen, tous les trois réunis, c'est qu'ils sont supposés avoir proposé une offre politique radicale qui n'a même pas été jugée suffisamment anti-système pour que cela pousse un certain nombre de personnes à aller voter. Donc là, on a quand même un certain nombre d'électeurs qui, là, à mon sens, ne pourront revenir aux urnes que si ils ont de nouveau confiance dans le personnel politique. Et là, je vois 2 mesures, mais 2 mesures qui sont évidemment, je le sais, choquantes pour beaucoup de personnes. C'est... Premièrement, le référendum d'initiative populaire ou citoyenne, c'est-à-dire le fait de réinvestir le peuple de sa propre capacité à s'auto-saisir d'une question législative ou constitutionnelle. Je note que Jean-Luc Mélenchon veut bien le RIC en matière législative, mais pas en matière constitutionnelle. Pourquoi? Alors j'avoue que là, je suis absolument ébahi. La dignité du peuple, il faut aussi protéger peut-être... Il a certaines vues sur la Constitution, M. Mélenchon. Et peut-être qu'il préfère une assemblée constituante qu'il pourra contrôler, ou qu'il pourrait théoriquement contrôler. Et puis deuxième mesure, alors là, je sais que je vais faire sauter au plafond, peut-être même Arnaud, c'est le mandat impératif. C'est le fait que l'on puisse révoquer un élu, si jamais cet élu s'est fait élire sur des mensonges. Voilà. Je crois que je ne dis pas que ces mesures sont applicables immédiatement. Je dis simplement que pour cette 4e catégorie d'abstentionnistes, ceux qui ne vont pas
aux urnes, non pas parce que l'offre politique ne les satisfait pas et que finalement, eh bien, ils préfèrent rester chez eux, ceux qui ne croient plus du tout, ceux qui, d'une certaine manière, ne se sentent plus appartenir au corps social, au corps politique, ceux qui considèrent que dans le fond, la vie politique ne les concerne pas, qu'elle ne leur apportera rien, ceux-là, je crois qu'on ne pourra les réintégrer dans la vie politique, dans la vie sociale, qu'avec des mesures extrêmement fermes, le RIC, le mandat impératif. Le score de la NUPES est extrêmement intéressant puisque la coalition de tous les mouvements de gauche fait moins aux législatives qu'un seul candidat, Jean-Luc Mélenchon, à la présidentielle. Un nombre de voix, oui. Un nombre de voix. Comment l'expliquer? Il y a moins de votants. En même temps, c'est mécanique. Je veux dire, oui, mais alors pourquoi Parce qu'en fait, dans l'électorat mais... de gauche, il y a 3 catégories. Alors quand je dis de gauche, c'est-à-dire, si on reprend la classification de Jacques Julliard, c'est promis, je suis très rapide, la gauche autoritaire, la gauche collectiviste, la gauche anarchiste, la gauche libérale. Dans la NUPES et dans Mélenchon, il y a la gauche autoritaire, il y a la gauche anarchiste, et la gauche, bon, et très bien, et la gauche collectiviste. Bon, il y a 3 catégories d'électeurs. Il y a, je dirais, les électeurs des catégories populaires qui n'ont pas encore basculé chez Marine Le Pen. C'est caricatural, c'est simplificateur, mais c'est ça. C'est ceux qui sont encore en province et qui n'ont pas encore basculé chez Marine Le Pen. Deuxième catégorie, alors j'exagère aussi, je présente ça à coup de serpe, les bobos des centres-villes, écolos, etc. Et puis, troisième catégorie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, mais qui ne s'est pas déplacé aux législatives, beaucoup moins, eh bien, l'électorat des banlieues, qui s'est servi du vote Jean-Luc Mélenchon, pour envoyer un message à la présidentielle, mais qui n'a pas voté pour un certain nombre de candidats, même dits islamo-gauchistes, ou en tout cas, il n'a voté que pour cela et pas pour les autres, puisque vous savez bien que dans le cartel électoral qu'est la NUPES, hein, je reprends l'expression de Jérôme Sainte-Marie, il y a la carpe et le lapin, enfin il y a absolument tout, et ils sont absolument incapables de gouverner ensemble. Donc, eh bien, ils ont sans doute conservé leur électorat bobo des centres-villes, ils ont perdu un peu de leur électorat populaire des provinces, et ils ont beaucoup perdu la NUPES par rapport à Jean-Luc Mélenchon, l'électorat des banlieues qui ne s'est pas véritablement déplacé pour les législatives. C'est aussi l'occasion peut-être de faire une petite pub pour notre offre. Alors, on vous rappelle qu'en cliquant sur le bouton rejoindre, vous pouvez accéder à toutes nos offres. Pour accéder à la rediffusion intégrale de cette émission, il faudra sélectionner le palier, le direct à 6,99 €. On vous rassure, si vous souhaitez attendre un peu plus, vous aurez accès demain soir à la version montée au best-of de cette émission. Et puis bon, il y a d'autres paliers hein, comme le soutien ou le mécène. Certains sont assez surpris voilà, qu'on propose ces paliers d'abonnement. Il faut comprendre que non, la publicité programmatique de YouTube ne suffit pas en fait. Hein. 1 € pour 1000 vues, ça n'existe absolument pas et on serait très content si ça existait. Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on est un média qui rompt un petit peu avec la doxa imposée par la gauche et par les multinationales. Donc, si vous souhaitez nous donner les moyens de faire du journalisme indépendant, si vous voulez nous aider à traiter correctement les gens qui travaillent pour nous et qui travaillent pour vous, pour vos valeurs, eh bien je vous encourage fortement à cliquer sur le bouton rejoindre. L'objectif de Reconquête, il était double, et c'était concomitant. Qu'est-ce que disait Éric Zemmour? Je veux casser et je veux décloisonner les droites. C'est-à-dire en finir avec cet interdit moral qui pèse sur les droites et leur incapacité à s'unir, c'est-à-dire réunir LR, le RN, dans une même formation autour de moi, pour aller vite, hein, autour de Reconquête. C'est toujours autour de soi que l'alliance se fait. Voilà, un peu comme Mélenchon, bon, à gauche. Mais ensuite, le deuxième aspect, c'était un aspect sociologique qui était lié. Il disait, oui, en fait, et qui finalement convergeait avec ce premier objectif, c'était, je veux réunir, finalement, pour aller très vite, hein, je caricature, hein, le bourgeois et le populo. C'était ça, hein, la grande idée. Bon, force est de constater que ça a quand même plutôt moyennement réussi lors de cette élection présidentielle. Ça ne veut pas dire que l'objectif stratégique, qui est l'objectif stratégique que Éric Zemmour s'était assigné, ne soit pas un objectif auquel les droites puissent réfléchir, et même essayent de réfléchir, parce que c'est quand même une des conditions, vraisemblablement,
d'un retour au pouvoir, ou d'une accession plutôt au pouvoir, d'avoir une droite de rupture, une droite qui soit une droite néanmoins efficace électoralement, d'arriver à un moment donné à transgresser un certain nombre d'interdits. Le problème, c'est qu'Éric Zemmour ne l'a pas incarné, ou il l'a insuffisamment incarné. Est-ce qu'il y a d'autres offres qui sont capables de l'incarner? Ça, c'est une vraie question qui se pose pour les mois et les années qui viennent. On est en train de vivre une recomposition du spectre politique. Il y a aujourd'hui non pas simplement du mépris, comme auparavant entre LR et le FN, mais de la haine entre Reconquête et le Rassemblement national, et qu'il est vraisemblable qu'il faudra qu'émergent de nouvelles personnalités pour réorganiser le camp politique, national. Union des droites, ça ne viendra jamais. Les droites sont idéologiquement incompatibles. L'unité de la droite, c'est-à-dire le fait que des gens qui pensent la même chose, mais qui sont dans des organisations différentes, puissent se réunir dans une organisation, ça en revanche, c'est parfaitement envisageable. Est-ce que Reconquête a objectivement un avenir? Je crains pour eux que malheureusement non, puisqu'effectivement, ils apparaissent aujourd'hui comme étant des diviseurs et non pas comme étant ceux qui ont réussi l'unité. Il a quand même été à un moment donné dans une forme de démesure. Je pense qu'il a vraiment cru littéralement qu'il pouvait renverser la table. Et bon, il n'est pas parvenu à renverser la table. Il est parvenu d'autant moins à renverser la table qu'il a été hors système tout le temps. Tout le temps. Prenez l'exemple de Trump. Dieu sait si Trump est transgressif. Dieu sait si Trump a été diabolisé. Mais d'abord, Trump, il a réussi quelque chose qu'Éric Zemmour n'a pas réussi. C'est que Trump, si vous voulez, il a une stratégie différente. Il est quand même allé chercher le grand parti historique que constituent les Républicains pour obtenir une investiture qui a fini de le propulser, de le légitimer politiquement, quelle que soit la diabolisation dont il était l'objet. Éric Zemmour, lui, bon, alors certes, les Républicains n'ont pas voulu certainement que Éric Zemmour vienne se présenter. Certains dans les Républicains, y compris des députés européens, l'avaient poussé à il n'y est pas allé. À la primaire. Il a pensé qu'il pouvait toujours être en dehors du système, y compris dans sa sémantique, y compris dans ses propos, et y compris dans son organisation. Eh ben, il en a quand même un peu payé le prix. En un mot, si vous voulez, on est quand même confronté là à un rapport de force entre le RN et Reconquête qui est tel que, a priori, le RN va écraser Reconquête. Bon. D'autant que il y a, dans la durée du quinquennat, du second quinquennat Macron, eh bien, une seule élection, les européennes en 2024, puisque toutes les élections locales qui pouvaient tomber en même temps que la présidentielle de 2027 sont repoussées à 2028. Donc ça veut dire qu'il n'y aura qu'une seule occasion, les européennes. Et des européennes qui sont un mode de scrutin, j'allais dire épouvantable, parce que c'est de la proportionnelle, c'est-à-dire que ça ne pousse en aucune manière les organisations politiques à trouver un quelconque accord, puisque chacun veut jouer sur son terrain, enfin je veux dire veut aller avec ses propres couleurs pour essayer d'obtenir un certain nombre d'élus. Moi, sincèrement, j'ai du mal à voir la survivance de Reconquête, hormis le fait qu'il est incertain qu'avec le premier tour des législatives, ils ont tout de même obtenu un assez grand nombre de voix, 4%, 1 million si je ne m'abuse, et donc ils vont obtenir 1 500 000 € par an, ce qui permet de salarier un certain nombre de personnes, je dirais, de manière assez confortable. Donc l'organisation qui est Reconquête va perdurer. Est-ce que, électoralement parlant, elle va pouvoir véritablement s'exprimer en n'ayant qu'une seule occasion, c'est les européennes de 2024, et où il y a incontestablement pour le Rassemblement national un avantage, parce que c'est justement aux européennes de 1984 que le Front national de l'époque avait émergé et que ce parti apparaît comme étant l'incarnation, l'une des incarnations
comment dire, de l'euroscepticisme et du souverainisme. Moi, j'ai du mal à voir comment tout cela va pouvoir, comment dire, se passer, se dérouler. Je suis extrêmement pessimiste et navré par la situation du camp national, du camp de droite, dont personne n'ignore ici qu'il est plutôt, je dirais, celui dans lequel avec lequel j'ai le plus de proximité, et par conséquent, j'ose espérer que, eh bien, il y aura l'émergence de personnes qui siffleront la fin de la récréation et qui, eh bien, mettront tout le monde d'accord. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, je vous l'ai dit, les élections locales où il peut y avoir la constitution de listes au municipal avec plusieurs personnalités venant de différentes organisations ou des binômes au cantonal, ces élections-là ne seront pas avant la prochaine présidentielle et donc par conséquent il n'y aura pas la possibilité d'une expérience, je dirais, d'un modus vivendi. Moi je crois qu'il ne pourra y avoir que par je dirais, l'émergence au niveau local, la constitution au niveau local de réseaux, la confédération telle une UDF, d'une certaine manière, une confédération très souple au niveau national pour faire émerger une force politique qui eh bien, aura évidemment pour but eh bien, de réconcilier tous ces gens-là.